Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box, la catégorie des légers, une des plus en vogue de la boxe actuelle et dont on attend beaucoup, fait parler d'elle. Teofimo la quitte pour aller en super léger, mais Berchelt arrive pour laisser derrière lui sa défaite contre Oscar Valdez. Ryan Garcia fait aussi reparler de lui. Qu'attendre de toutes ces annonces? On en parle tout de suite. Alors le premier sujet dont on va parler, c'est Teofimo Lopez qui quitte les légers pour monter en super léger. Il l'a annoncé lui-même sur Twitter après que Bob Arum en ait déjà parlé en estimant que Lopez se déshydratait trop en léger et mettait trop son corps et sa santé en danger. Il en a aussi profité pour dire qu'aujourd'hui il y avait un problème où tous les boxeurs combattaient dans des catégories sous-dimensionnées pour eux pour pouvoir avoir un avantage de taille, mais qui finit forcément par avoir des conséquences physiques. Bon alors, par rapport à ces deux sujets que j'ai annoncés en intro, donc de Teofimo Lopez qui part et Berchelt qui arrive, là où moi je suis dégoûté, c'est qu'un combat Berchelt contre Lopez, ça aurait vraiment eu de la gueule, je pense. Alors bon, clairement, l'enjeu pour ces deux boxeurs et la question qui se pose, comme évoqué à l'instant, c'est d'être bien sûr au bon poids dans la bonne catégorie. Et pour le coup, si on l'avait vraiment ressenti, je trouve pour Berchelt que le cutting était devenu trop dur. Et on va en parler. Sur la récente défaite de Lopez, c'était moins criant, je trouve, que c'est le poids qui lui aurait joué des tours. Alors, ça peut être un élément, mais là, objectivement, le facteur numéro 1 de sa défaite, de mon point de vue, il est lié à lui-même, à sa préparation du combat, son entourage qui l'a pas aidé et qui l'a pas mis dans un état d'esprit optimal, et enfin, sa stratégie pendant l'affrontement, où il y est un peu allé comme un âne. Donc pour moi, avant de parler de poids, il y a quelque chose à gérer autour de l'encadrement, parce que les problèmes seront potentiellement les mêmes en super léger s'il ne change pas son approche et tire pas les leçons de sa défaite, qu'il refuse d'ailleurs d'accepter en continuant d'estimer qu'on l'a volé, alors que les deux seuls à avoir cette lecture, c'est lui et son père. Derrière, on a aussi cette justification selon laquelle il était blessé à l'œsophage et ne pouvait pas respirer correctement. Certains disent même qu'il aurait pu mourir dans ce combat contre Kambosos, qu'il n'a pas voulu reporter une fois de plus. Alors ici, je vais citer le docteur Linda Dahl qui a confié à ESPN. Il aurait pu mourir, c'est sûr. Comment il a respiré, je ne peux même pas vous l'expliquer. C'est comme si quelqu'un avait attaché un ensemble d'haltères de 130 kg autour de sa poitrine, comme si son cou et sa poitrine étaient dans un étau. C'est comme ça qu'il se battait. Alors cet élément, pour moi, il pourrait potentiellement être une explication sur pourquoi il aurait essayé d'être aussi expéditif, mais quand on entendait derrière les remarques de son père dans son coin dans les premiers rounds où Lopez faisait tout et n'importe quoi juste pour essayer d'arracher la tête de Kambosos, on peut du coup en douter. Et au-delà de ça, ce qui reste marquant pour moi, comme je l'ai dit juste avant, c'est son manque de lucidité sur sa performance, soutenu aussi par son clan et son père en première ligne, où ils refusent de dire qu'ils ont perdu et où ils disent qu'ils ont gagné 10 rounds sur 12. Donc ce qui est du coup dommage à le voir monter si vite, c'est qu'il aurait pu potentiellement prouver que c'était bien un accident en combattant encore un peu chez les légers pour rattraper cette perte et monter ensuite avec un certain statut plutôt que d'y aller un peu en donnant un sentiment de fuite par rapport à cette catégorie où il avait quand même pris toutes les ceintures en battant le meilleur boxeur pour moi qui est bien sûr Lomachenko. Il était au top et là il donne vraiment l'impression de s'échapper par la petite porte. J'aurais préféré le voir monter avec une aura de challenger sérieux plutôt qu'avec une image d'un mec un peu en quête de rédemption. Et en montant en étant champion, il aurait surtout potentiellement eu un droit à un shoot pour le titre quasi immédiatement chez les super légers. Et là, rien n'est moins sûr. Bon, après, arriver là-bas en tant que champion, ça voulait dire retenter de reconquérir les ceintures. Et là, c'est pas gagné vu le schéma actuel et vu qu'il n'y avait pas de rematch avec Kambosos. Donc bon, un moindre mal et à voir comment ça va se passer. Surtout que quoi qu'il en soit, il y a vraiment des choses à faire chez les super légers pour lui, avec en mire bien sûr, puisque son but c'est d'y devenir undisputed, comme il l'a dit sur Twitter, Josh Taylor forcément, qui lui va dans un premier temps défendre ses titres contre Catterall en février. Il y a aussi d'autres combats assez excitants qui s'offrent à lui, contre José Pedraza par exemple, ou José Ramirez, qui vont tous les deux s'affronter aussi je crois en février. Un Lopez contre un Prograis, ce serait assez cool je pense d'ailleurs. Ou même contre un Arnold Barboza qui est un boxeur qui monte bien dans cette catégorie. Je me souviens qu'il avait fait un super combat contre Alex Saucedo qui avait d'ailleurs arrêté sa carrière suite à ça. Bref, il y a pas mal de belles choses à faire. On espère le voir performer vraiment chez les super légers pour nous offrir de beaux combats, même si moi je reste inquiet sur son état d'esprit et sa gestion par rapport à son entourage. Et je pense que le vrai travail il se situe d'abord là. En tout cas, on va suivre tout ça de très près.
Comme annoncé, souvent un départ, ça entraîne une arrivée, et c'est donc l'autre news qu'on va traiter. Berchelt qui va officiellement combattre en léger désormais, avec une catégorie des super plumes qui se vide de plus en plus, où un des derniers combats intéressants, ce serait, je l'espère, un inévitable Valdez contre Stevenson, qui finira lui aussi sûrement d'ailleurs par monter en léger. Alors c'était dans les tuyaux, c'est pas une surprise, il avait commencé à en parler depuis même sa défaite contre Valdez. Mais là, ça semble vraiment officiel et confirmé par l'intéressé lui-même. Donc, Berchelt chez les légers, moi, c'est un truc qui vraiment m'enthousiasme énormément, parce que lui, pour le coup, même s'il arrive aussi malheureusement par la petite porte, vu qu'il a perdu son titre WBC, après quand même, il faut le signifier, 7 défenses de titre, dont 6 victorieuses quand même, il était vraiment temps pour lui de bouger, parce que même si j'enlève rien à la victoire de Valdez, qui avait mis en place et exécuté le plan parfait, j'ai pas vu le Berchelt que je connais. Je l'ai trouvé livide, apathique, et je pense que c'était le coaching de trop pour lui. Il était beaucoup trop massif pour cette catégorie, et il le devenait de plus en plus en fait. Il a dit justement par l'intermédiaire de son promoteur Mario Abraham à Ring Magazine que sans démériter Valdez, il ne s'était pas reconnu ce soir-là, que tout s'était assez mal passé, son camp d'entraînement n'avait pas été optimal, il avait écouté les mauvaises personnes, le fait d'avoir attrapé le Covid lui avait empêché d'être à 100%. Bon, là encore, c'est des excuses, comme pour Teofimo Lopez. Mais bon, comme je l'ai dit, là où un Lopez te maintient qu'il a gagné, lui, même s'il se justifie, il accepte sa défaite. Je pense sincèrement que la gestion du poids était trop difficile pour lui cette fois et qu'il en a payé le prix. Après, c'est logique, à rester dans une catégorie sous-dimensionnée pour être celui qui va frapper le plus fort, on épuise son corps et on finit par avoir un retour de bâton quand on tombe sur un adversaire au top, comme l'a été Valdez, qui vient avec le bon game plan et qui sait l'exécuter. Alors, Berchelt, il est loin d'être cuit, il a 30 ans, il a fait une longue pause après avoir pris un KO qui reste un des plus impressionnants de 2021. Il a fait des changements dans son staff en troquant son entraîneur Alfredo Caballero pour Jorge Capetillo, avec qui il s'entraîne à Vegas. Il arrive chez les légers avec des ambitions en disant qu'il veut mener des gros combats, en citant Loma, Gervonta, Ane, Kambosos, Garcia, notamment, et en disant vouloir devenir champion chez les légers entre fin 2022 et 2023. Donc je pense que les titres vont plus rester dans une seule main très longtemps et vont pas tarder à être démantelés. Et Berchelt, en plus, dans cette catégorie, ça vient vraiment rajouter du piment. Alors évidemment, il va sûrement d'abord nous faire un combat de reprise et d'acclimatation avant de passer aux choses sérieuses. Mais ce qui est encourageant à le voir passer chez les légers, c'est quand on voit comment un Jojo Diaz s'y est vite acclimaté. Donc si je devais donner un combat, moi, que j'aimerais voir dans le futur relativement proche, j'adorerais voir Berchelt contre Davis. Pour moi, ce serait énorme. Donc en tout cas, c'est une belle addition à une catégorie qui est déjà bien fournie, et j'espère qu'on aura grâce à lui des affrontements de très haut niveau en 2022-2023. Le dernier sujet maintenant, on va parler d'un potentiel retour de Ryan Garcia. Je l'ai dit dans mon débrief 2021, l'année dernière, elle aura été assez frustrante pour lui, parce qu'il n'aura pas su enchaîner après sa victoire prometteuse contre Luke Campbell en janvier. Pour rappel, il avait appelé toute la catégorie suite à cette victoire, donc Davis, Ane, etc. Puis il avait fini par annoncer un combat fantôme contre Pacquiao. Ensuite, il a annoncé un vrai combat contre Fortuna, qu'il a finalement annulé à cause de troubles psychologiques. Et en fin d'année, alors qu'il était pressenti pour combattre Jojo Diaz, il s'est cassé la main, laissant Diaz combattre contre Fortuna. Alors tout ça, ça nous a appris, même si c'est évidemment le cas dans la boxe en général, mais du coup encore plus avec Ryan Garcia, à prendre toutes les infos avec des pincettes, mais donc vraiment extra fines des pincettes. Et là, ce qui est dans les tuyaux, donc après que Garcia ait appelé Kambosos, qui lui pour le coup est plus occupé par un potentiel combat avec Ane, donc là ce qui serait dans les tuyaux, ce serait un potentiel combat contre Isaac Cruz, qui a récemment affronté Gervonta Davis et qui s'est du coup fait un nom, il faut bien le dire, même s'il a été battu déjà parce qu'il a su résister en prenant pas de KO et en plus en mettant le tank vraiment en difficulté. Alors tout ça, ça a mis Cruz sous le feu des projecteurs comme un challenger intéressant, et Golden Boy, la maison de promotion qui s'occupe des intérêts de Ryan Garcia, a pris la balle au bon en entrant en négociation avec le cran Cruz pour un affrontement début 2022. Alors on peut les voir s'écharper sur Twitter où Garcia traite Cruz, dont le surnom est Pitbull, de Chihuahua. On peut surtout lire que tomber d'accord sur une bourse, ça semble assez complexe et que l'équipe de Cruz a notamment déjà apparemment rejeté une offre. Pourtant, d'après les infos qui sortent, le clan Garcia propose plus à Cruz que ce qu'il a pris contre Davis. Alors après, c'est normal que Cruz ait pris de la valeur au vu de sa dernière performance, et je pense aussi qu'il fait simplement monter la sauce pour parvenir à obtenir la meilleure bourse possible, un peu comme l'avait fait un Plant contre Canelo par exemple au départ. Et cette bonne guerre,
chacun met la pression sur le camp de l'autre, Garcia pour que le combat se fasse et qu'il puisse être jaugé par rapport à la performance de Davis, Cruz pour avoir le plus d'argent possible. Donc sur le combat en lui-même, je pense que ce serait quelque chose d'assez intéressant. Comme je l'avais dit quand c'était en tractation avec Jojo Diaz, j'aimerais bien voir Garcia face à un combattant agressif, et c'est exactement le cas de Cruz, qui a en plus résisté à la puissance de Davis. Ce serait un bon révélateur pour Garcia pour pouvoir vraiment situer à quel niveau il est véritablement, surtout que Cruz, il est vif, avec une bonne garde, il est courageux avec de bonnes esquives, de belles combinaisons au corps, donc il a des arguments. En plus, je suis pas sûr que Garcia aime la bagarre dans laquelle l'entraînerait Cruz, mais il aurait les capacités de le contrer, parce qu'il s'expose aussi pas mal quand il envoie ses crochets un peu en overhand, mais il fait quand même bien le balancier, il arrive à rejaillir derrière, donc ce serait vraiment intéressant, surtout après un an d'inactivité. Je trouve ça courageux de la part de Garcia de prendre un combattant comme ça, d'autant plus au sortir de sa performance contre Tank Davis, et en sachant que Garcia n'aurait pas le droit à l'erreur s'il veut rester dans la course et s'affirmer comme un des tops de la KT. Donc contre ce type de boxeur, tu dois gagner en fait. Je le répète, c'est pas écrit d'avance. Après, Garcia pourra compter sur un avantage que Davis n'avait pas, la taille, pour empêcher Cruz de trop avancer. Mais on aurait potentiellement l'occasion d'en reparler. Mais là, on se serait sur un 1m63, je crois, pour Cruz contre 1m78 pour Garcia. Donc ça ferait une sacrée différence. Donc j'espère vraiment que ça va finir par se monter et qu'on n'aura pas de nouvelles déceptions cette année encore concernant Ryan Garcia et qu'on pourra vraiment voir de quoi il est fait. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous l'avez aimé et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de lui mettre une bonne note sur une plateforme de podcast, de la partager et bien sûr de commenter et de me dire ce que vous attendez de ces boxeurs en 2022 et ce que vous pensez de leur situation. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Objectif 1000 abonnés pour 2022. On est presque à 500, 499 aux dernières nouvelles. Donc ce serait cool que vous m'aidiez là-dessus et j'ai besoin de vous pour me soutenir. Merci de suivre ce podcast, portez-vous bien et à très vite sur Antenne Box.